urgence authentique, vertigineuse. C'était en Thaïlande. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de cette première confrontation à l'urgence ? Oui, la Thaïlande n'est peut-être pas le pays où on s'attend à assister à une telle situation, mais c'était à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Je travaillais déjà depuis 1 an et demi dans un camp de réfugiés cambodgiens et j'avais été averti que de nouveaux réfugiés allaient franchir la frontière. On les attendait parce qu'on se doutait, c'était des dizaines de milliers de personnes sans qu'on sache exactement, enfin on avait un ordre de grandeur mais pas plus, qui étaient prises en étau entre l'armée vietnamienne qui poursuivait les Khmers rouges et les Khmers rouges qui étaient en déroute. On savait qu'ils allaient traverser de façon imminente la frontière, mais on ne savait pas quand. Si bien que moi, j'étais en quelque sorte en attente. Je suis prévenu un jour, ou plus exactement une nuit, au milieu de la nuit, de leur arrivée imminente. Je suis parti avec la personne qui m'avait prévenu, qui était le correspondant du Monde à l'époque, en Thaïlande, Roland-Pierre Paringot, et qui était un copain. Et nous sommes allés ensemble à la frontière du Cambodge. C'était quelques heures de route. Et là, le spectacle qui s'est offert à nous au petit jour, à l'aube, était un véritable cauchemar je ne dirais pas qui me hante encore, mais enfin, quand je l'évoque, me reviennent des bouffées d'effroi, parce que j'ai vu pour la première fois de mon existence, j'étais jeune, j'ai vu pour la première fois de mon existence des dizaines de milliers de personnes regroupées comme effondrées dans un paysage assez aride, un paysage un peu de steppe, qui semblaient presque toutes être en train d'agoniser. Certaines avaient des œdèmes énormes, étaient déshydratées, avaient des plaies infectées, avaient des fièvres, et tout cela sans un bruit, avec simplement quelques toux, quelques râles. Les quelques enfants qui avaient réussi à survivre à cette épreuve étaient eux aussi effondrés. Ils ne pleuraient pas, ils ne riaient pas, enfin ils ne se comportaient pas comme des enfants, et j'en ai gardé un souvenir terrible. Et ça, je parle d'urgence parce que c'était, naturellement, j'avais déjà été confronté à des urgences individuelles. J'ai une formation, je ne suis pas urgentiste, mais j'ai fait des urgences médicales et chirurgicales pendant ma formation médicale, et j'aime ça, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant. Là, ça avait quelque chose d'écrasant. Une urgence collective, une crise politique et humaine d'une telle gravité avec autant de gens. Et évidemment, bon, ça ressort un peu de mon histoire, mais enfin de mon histoire personnelle, familiale, mais aussi de l'histoire européenne. J'ai eu l'impression, c'est imposé à moi, le fait que j'assistais à l'ouverture de Birkenau ou de Ravensbrück, enfin, pratiquement de camps de concentration totalitaires. J'allais dire nazis, pas spécialement, en l'occurrence, c'était plutôt de l'autre côté. Voilà, donc c'est ça le premier souvenir. Et ça m'a marqué parce que ça m'a amené à penser en tant que médecin, en tant qu'acteur humanitaire, ça m'a amené à penser aux dispositifs qu'on doit mettre en place pour faire face, non pas nécessairement à ce genre de situation, mais à des urgences collectives en général, avec des méthodes de tri, avec une logistique adaptée, bref, avec des moyens à la fois cognitifs et matériels différents de ceux que l'on emploie en médecine individuelle. Donc il y a un changement d'échelle qui implique un changement de dispositif lui-même. Et ça a été une obsession qui m'a tenu pendant très longtemps. Et on parlera aussi, si on en a le temps, mais de cette distinction que vous faites entre situation de crise et urgence, puisque urgence est un mot qu'on entend beaucoup et qu'on emploie parfois pour des situations que vous ne définiriez pas comme une urgence ultime. Oui, je trouve que le terme d'urgence est employé, y compris d'ailleurs dans les organisations humanitaires, y compris à Médecins sans frontières, est employé de façon trop extensive, trop large. Et il me semble qu'il est préférable, pour savoir mieux, parce que les mots nous servent à nous situer dans des réalités complexes. Donc il ne s'agit pas simplement d'une sorte de caprice sémantique, mais d'un besoin de mieux situer, de mieux se situer dans un contexte donné. Il me semble que l'urgence doit être définie comme une situation telle
que si rien n'est fait, un préjudice irrémédiable va s'installer. C'est ça ma définition, disons, de médecin. Mais au-delà de la définition de médecin, une définition d'acteur humanitaire. Si bien, par exemple, que certaines situations qui sont des situations critiques, comme des guerres, des mouvements de population, des mouvements de réfugiés, qui peuvent évidemment, et c'est même pas qu'elles peuvent, mais de fait, elles contiennent des urgences individuelles. Mais du point de vue collectif, il vaut mieux savoir prendre un peu de temps pour s'installer plutôt que de foncer et aller chercher les gens qu'on va pouvoir extraire. Tandis que dans d'autres situations, comme par exemple certains tremblements de terre, je dis bien certains, pas tous, certaines catastrophes naturelles. Le tremblement de terre au Maroc, Tremblement de terre au c'était une Maroc, par situation exemple. d'urgence? Oui, d'urgence relative. Parce que ce n'est pas que les blessés étaient relatifs, c'est qu'il y avait un nombre limité de blessés auxquels les autorités marocaines ont su faire face avec une diligence et une compétence à laquelle on ne s'attendait pas, ne serait-ce que parce qu'il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu un séisme d'ampleur relativement importante. Je dis bien relativement importante parce que c'est à peu près en nombre de victimes 10 fois moins important que Port-au-Prince, 20 fois moins important que 10 fois moins important, pardon, que la Turquie en 2023. Donc, c'est pour situer simplement sur une échelle de gravité cette situation. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que dans certaines circonstances, avec un habitat précaire, un bâti de piètre qualité, on peut avoir des situations où on a en 1 minute, je dis bien même pas en 30 secondes éventuellement, des milliers de blessés. Ça, aucune autre situation qu'une catastrophe naturelle ne le produit. Et là, il faut être en effet en mesure, comme au moment de l'ouverture de la frontière avec l'arrivée de ces réfugiés cambodgiens, il faut être en mesure de déployer un dispositif adapté. Et c'est assez compliqué, mais il faut considérer, il faut au moins de temps en temps, dans ce genre de situation assez triste, il y a de bonnes nouvelles. Il y a eu de très très grands progrès internationaux faits dans les capacités et l'efficacité des interventions médico-chirurgicales d'urgence. La première manifestation de cette nouvelle efficacité s'étant produite à Port-au-Prince en 2010, où j'ai été moi-même effaré. Enfin, il y avait plusieurs dizaines de milliers de blessés et de nombreux blessés graves. Et en l'espace de 15 jours, environ 20 à 25 000 procédures chirurgicales ont été accomplies. C'est inédit, c'est sans précédent. Ça n'a pas été relevé à l'époque parce que l'histoire de ces catastrophes, des interventions en cas de catastrophe, est finalement très peu connue, très peu étudiée. Mais elle est très intéressante, ne serait-ce que pour mesurer un certain nombre d'évolutions qui se sont produites. Et là, à Port-au-Prince, en janvier 2010, il y a eu quelque chose de relativement exemplaire. Il y a eu beaucoup de lacunes par ailleurs, beaucoup de problèmes, donc je ne décris pas la situation dans son ensemble comme exemplaire, mais du point de vue de l'intervention médico-chirurgicale, oui, on a eu des équipes entraînées qui ont fait un bon travail et qui ont vraiment aidé les habitants de Port-au-Prince qui avaient été lourdement blessés. Pascal Blanchard, ce mot urgence, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Est-ce que l'historien fait aussi avec cette notion d'urgence, ou est-ce qu'au contraire, être historien, c'est précisément faire avec le temps, avec le recul, et donc en s'extrayant de cette notion d'urgence? Non, Ronnie est plus en urgence que moi. Moi, j'ai plus le temps. Les urgences, elles sont de l'ordre mémoriel. Le travail d'historien est un travail qui ne s'inscrit pas dans l'urgence. Il s'inscrit dans, par définition, une notion de temporalité, avec des rythmes, on en parlait à l'instant, et on se connaît depuis très longtemps pour savoir que des fois, nos urgences, ça dure 20, 30 ou 40 ans, les nôtres. On va faire changer les mentalités, donc ce n'est pas les mêmes rythmes. Par contre, en termes mémoriels, je l'écoutais parler et je me disais que oui, chez des individus, dans des sociétés, dans des communautés, dans une société comme la société française, il y a des urgences mémorielles qui, à un moment, deviennent très puissantes. Nous avons connu un mouvement social dans les quartiers populaires au mois de juin d'une violence incroyable en quelques jours. Et on est des fois sidéré de regarder ceux qui commentent ce qui se passe en se disant « mais comment se fait-il que ceci vient d'arriver ?» Bah, tu te retournes, mon coco, et tu regardes 40 ans d'histoire et toutes les réponses sont déjà inscrites. Là, il y a une urgence. Il y a une urgence à un moment parce que nous arrivons à des moments, et ce n'est pas la première fois qu'il y a
des crises de ce type-là. Ce n'est pas la première fois que ces sujets émergent dans la société, où d'un seul coup, des demandes ou des absences de mémoire peuvent devenir des crises extrêmement violentes, ou des crises populistes, ou des situations politiques où à un moment les urgences font qu'on voit bien qu'il y a besoin d'outils, soit pour déconstruire ce qui se passe, soit pour accompagner ce qui se passe, soit pour pouvoir répondre à certaines formes de populisme par rapport aux questions identitaires, par exemple. Quand nous avons une société où, en gros, pour faire à peu près simple, et c'était un peu l'histoire de ce livre aussi, l'un des derniers grands tabous de notre histoire contemporaine, c'est l'histoire coloniale. Pour ce qu'elle répond, pour ce qu'elle signifie, pour la difficulté au cœur de la République d'en parler. Vous savez, quand vous êtes devant une classe d'élèves, et il doit y avoir des enseignants ici, et que les élèves ont 15-16 ans, et que vous devez expliquer que le pays des droits de l'homme a colonisé, bon courage pour les profs. Hein. Vous avez 2 heures, allez-y, prenez votre copie, vous allez voir. C'est paradoxal. Quand vous expliquez aujourd'hui que la France est un pays qui, quelque part, regarderait son passé avec sérénité, puis que vous regardez tous nos voisins européens, et que la France sera bientôt le dernier pays européen à ne pas avoir un musée d'histoire coloniale, pour pouvoir emmener des enseignants, des élèves, pour raconter cette histoire de toutes les mémoires, qu'elles soient pieds noirs, rapatriés d'Indochine, histoire des immigrations post-coloniales et coloniales, moment de la conquête. Je disais l'autre jour à un jeune conseiller dans un cabinet qui semblait ne pas avoir été beaucoup studieux à l'école quand il a appris l'histoire de France, que l'histoire coloniale allait bientôt fêter son 500e anniversaire. Il me regarde et il me dit « mais 500 ans ». Je dis « oui, ça a commencé en 1534 quand même, hein, quand on s'est un peu perdu du côté du Canada ». Je pense qu'il ne savait même pas que le Canada avait été à un moment dans l'empire colonial français. Et il est au ministère de l'Éducation nationale. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Et donc, on est sur des choses... C'est donc pas une notion d'urgence au sens où on pourrait l'entendre, où il faudrait se précipiter ou avoir des moyens. C'est une notion d'urgence dans notre société de pouvoir à un moment essayer d'arriver à décrypter ce qui se passe. Il peut être tout à fait normal que des gens aient peur de ces enjeux identitaires. La peur n'est pas quelque chose qui, d'abord, n'a pas souvent une historicité de comment on construit le regard sur l'autre, la haine autre, la méconnaissance. L'histoire coloniale n'est pas une histoire qui est facile à regarder. Et pour beaucoup d'entre nous, si on a été enseignant ou professeur, on le sait, quand on a une classe avec des élèves qui viennent d'origines extrêmement différentes, cette histoire, elle ne se lit pas de la même manière. Elle n'est pas neutre. Quand vous avez une classe avec des enfants qui sont peut-être issus de l'immigration algérienne ou peut-être issus de l'immigration africaine ou dont les parents sont venus des Antilles, vous ne racontez pas cette histoire avec autant, je dirais, de facilité que si vous aviez une neutralité absolue. Toutes ces questions-là sont importantes parce que ça veut dire que cette histoire, elle explique encore le présent. Si elle n'était que passée, la Reni pourrait dire « écoute, t'es gentil avec tes urgences, Blanchard, on peut les mettre... » Mais l'histoire coloniale résonne via l'histoire de l'immigration, via les débats identitaires, via ces gamins qui vont sur Internet chercher leur identité. Est-ce que je suis français ? Et d'autres qui les regardent dans les yeux en disant « non, tu ne seras jamais français ». Ils entendent encore des populistes. C'est le dernier sujet, l'histoire coloniale, où vous pouvez avoir plusieurs candidats et candidates à l'élection présidentielle qui font une référence à l'histoire et ne sont pas d'accord. On se rappellera tous d'une seule phrase d'Emmanuel Macron dans les manuels scolaires en 2050, de la campagne de 2017, c'est « la colonisation est un crime contre l'humanité ». Je pense qu'aucun d'entre vous se rappelle une autre phrase du candidat en 2017 de la campagne. Et dans les manuels scolaires, il ne reste vraiment pas grand-chose. Je pense qu'il ne restera rien de François Hollande et de sa campagne, rien de Nicolas Sarkozy à part le discours de Dakar, peut-être, ou Grenoble. Il reste peu de choses. En fin de compte, je crois qu'aucun d'entre vous est capable de citer un discours de Giscard de 1974. Qui Giscard, ça, il a été président de la République. Et ça, il faut le redire aux élèves, des fois aussi, ils oublient. Et vous voyez, mais il y a des phrases, et à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais François Fillon répond que la France doit être fière de son empire colonial et que la France n'a jamais fait la guerre, par exemple, au Cameroun. Et donc vous dites, pourquoi 50 ans, 60 ans après, ces questions sont encore dans notre société ? Parce qu'elles n'ont jamais été digérées, assumées, expliquées, parce que c'est d'abord compliqué de l'expliquer, mais aussi parce qu'il y a encore du présent dans cette histoire. Et le présent, vous le vivez sur vos télés tous les jours. Et on s'est pris une claque au Burkina Faso, et on s'est pris une claque au Mali, et on vient de se prendre une claque au Niger. À mon avis, il va y avoir le Tchad avant la fin d'année, et le Cameroun dans peu de temps, et le Gabon, c'est déjà fait. C'est la fin d'un récit. Achille Mbembe a dit cette très belle phrase dans un de ses articles la semaine dernière, c'est la deuxième décolonisation. Parce que cette problématique, elle n'est plus africaine, hein. Elle n'est pas en Sud-Est Asie. C'est pas au Vietnam, au Laos, en Cambodge, on parle de ces questions. Elle est chez nous. La problématique de l'Empire, c'est ici maintenant. C'est nous, comment on va faire avec ce récit. Je rappelle que dans ce pays,
vivent 33% de personnes qui ont au moins un grand-père ou une grand-mère qui est né dans l'ex-empire colonial ou dans les Outre-mer, ou qui est lié directement, intrafamilièrement avec cette histoire. Parce que quand on est descendant de Pieds Noirs, on est intégralement dans cette histoire. Et quand son père ou son grand-père a fait la guerre d'Algérie, on est de manière intime lié à cette histoire. C'est pas un petit sujet. Et en même temps, oui, il faut prendre de la distance parce que nous, on n'est pas dans l'urgence. Faire des livres, travailler sur des expositions, faire des films, aller dans les écoles pour parler de ces questions-là, c'est plus un travail en continu, et d'ailleurs qu'on recommence parce que chaque nouvelle génération, on doit refaire le travail, de médiateur. Je ne suis pas passionné des musées pour les musées, encore que j'aime les musées et qu'on est dans un musée, et que la France est le pays des musées. 12 744 musées dans ce pays. C'est vrai qu'il y en a peut-être trop, c'est peut-être pour ça qu'ils ne font pas un musée d'histoire coloniale. Et ça doit être la raison. Et je dis que le boulot est 2, 3 ou 4 fois plus important à faire, parce que quand une république, quand un pays qui se targue en plus d'être le pays des musées et de la culture, n'est pas capable de trouver la médiation collective pour faire entrer un récit au musée, c'est bien que ce problème est encore intrinsèquement dans le cœur de la société, en fait. Et je pense que je ne suis pas sûr que nos yeux, pour ce mandat présidentiel, verront le musée d'histoire coloniale. Et ce qui m'inquiète, c'est comme on ne connaît pas encore la candidate ou le candidat qui va gagner la prochaine élection présidentielle, je ne suis pas sûr que si c'est une candidate, nous aurons un musée d'histoire coloniale qui ira dans le sens que... Parce qu'en même temps, si c'est pour avoir le musée d'histoire coloniale vu par le Rassemblement national, je ne suis pas sûr que Renier et moi, on va être invités à l'inauguration. Vous voyez, on risque de louper ce jour-là, quoi. Tu vois, je sais pas ce que tu en penses. Voilà. Donc ça nous fera un jour de libre. Ouais, ça sera un jour de libre. Vous voyez, donc c'est des urgences, mais qui ont leur relativité. Et elles le sont quand vous avez des jeunes gamins qui se posent la question de leur identité au regard de ce récit. Ou que vous entendez certains qui proposent de renvoyer de ce pays des enfants qui y sont nés ou qui considèrent que, quelque part, l'immigration, c'est la fin de l'identité française, et qu'en même temps, ils regardent tout le prisme de l'histoire migratoire qui, elle, est en urgence par rapport à ce qui se passe en Méditerranée, mais le prisme qui nous fait regarder l'arrivée de ces migrants est encore un prisme hérité de l'histoire coloniale. Ça ne veut pas dire que l'histoire des migrations à travers la Méditerranée ne sont pas un vrai sujet qu'il faut savoir mettre sur la table au niveau européen, hein. Mais nous, Français, on a encore ce prisme déformant de regarder cette histoire. J'écoutais une dame le jour d'une conférence qui me dit « Mais je ne comprends pas pourquoi l'Afrique nous met dehors aujourd'hui. » Madame, vivez au Burkina Faso, demandez un visa à l'ambassade, vous allez vite comprendre. Hein. Ben oui, le paradoxe, il est aussi là. Voilà, donc pas d'urgence en tant que telle, mais je dirais que c'est presque une urgence au quotidien parce que nous avons affaire à un sujet, et c'est pas fini, hein, pour encore quelques années. Vous évoquiez le Mali, le Niger, le Burkina. Rony, comment est-ce que les ONG sont impactées ou non justement dans ces situations, puisque les associations sont issues des pays qui sont d'anciennes puissances coloniales. Comment est-ce que les acteurs du travail humanitaire sont impactés dans ces pays ? Je dirais deux choses pour répondre. D'une part, qu'il n'y a pas d'hostilité, d'hostilité perçue, en tout cas d'hostilité ressentie de la part de la population vis-à-vis des Français en tant qu'individus. Il y a une très grande hostilité, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Pascal, une très grande hostilité vis-à-vis de la politique française, vis-à-vis de l'image coloniale de la France, vis-à-vis de son arrogance, de sa posture de donneur de leçons. Enfin, on peut multiplier les qualificatifs, mais on voit bien de quoi il s'agit. Mais elle ne se traduit pas par un rejet des personnes d'origine française. Et par ailleurs, il y a tout de même relativement peu de personnes d'origine française impliquées dans l'action humanitaire dans ces endroits-là. D'une part parce que depuis longtemps, un processus de métissage des organisations humanitaires, et notamment de Médecins sans frontières, s'est produit, si bien qu'on a un grand nombre d'acteurs, de membres de MSF, qui sont des acteurs, disons, africains, pas nécessairement ressortissants du Niger ou du Burkina ou du Mali, mais ressortissants d'Afrique de l'Ouest, plus généralement, des Sénégalais, des Camerounais, des Ivoiriens, etc. Personnes avec lesquelles, d'ailleurs, il peut aussi y avoir des tensions, parce qu'il y a des tensions nationales, enfin, il ne faut pas rosifier, si j'ose dire, tout cela, mais ce sont des tensions, finalement, tout à fait gérables. Et la raison pour laquelle, en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, on a pas mal de personnel africain, qui d'ailleurs va aussi travailler en Birmanie, au Pakistan, en Afghanistan. Enfin, on a du personnel africain expatrié
également. Ça, au passage, je le souligne, c'est l'une des grandes marques de l'évolution des ONG, de Médecins sans frontières comme d'autres, qui est vraiment le caractère, disons, multinational de leur personnel. Ça, c'est une marque. Donc, le sauveur blanc, c'est une image résiduelle, mais c'est pas une réalité. Enfin, il y a encore des secouristes européens, etc. Donc, on peut appeler des sauveurs blancs pour caricaturer, mais c'est loin d'être la majorité. C'est même une minorité très, très forte. Mais si nous avons été aussi amenés à africaniser nos équipes en Afrique, c'est aussi en raison du fait que les Blancs sont plus facilement repérables dans un contexte de groupes djihadistes armés qui cherchent non pas spécialement, il n'y a pas une espèce de racisme ou de rejet raciste de ce type-là, mais simplement recherchent éventuellement un butin politique. Descendre ou kidnapper un Français, un Britannique, un Canadien, etc., ça a plus de valeur politique que descendre un Burkinabé ou kidnapper un Burkinabé ou un Malien dont à la fois l'État ne paiera pas de rançon, dont la famille n'a pas les moyens de payer une rançon, tandis que ça n'est pas la même situation pour d'autres. Voilà, donc voilà comment ça peut se présenter. On parle de la situation actuelle. Il y a quelques années, Pascal, vous avez dirigé un ouvrage publié aux éditions La Découverte qui s'appelle La fracture coloniale, dans laquelle, Ronnie Broman, vous avez écrit un texte consacré justement, où là on remonte le temps, où c'était l'idée de partir de la mission civilisatrice coloniale à l'action humanitaire. Les deux sont liés dans... Une partie des sources de l'humanitaire est liée à l'impérialisme et à ce que l'impérialisme prétendait avoir d'universel. Donc dans l'universalisme humanitaire, il y a quelque chose qui relève d'un universalisme impérialiste. D'où la difficulté parfois à savoir ce qu'on doit dire, ce qu'on peut dire, ce qu'on doit penser, etc. Mais c'est une difficulté très stimulante. Ce n'est pas une difficulté inhibante. Pour moi, ça fait partie des problèmes intéressants avec lesquels se colter. En écrivant mon livre, mon que sais-je sur la médecine humanitaire, je me suis intéressé à... Enfin, j'ai tenté de produire une sorte de généalogie de la médecine humanitaire et j'ai vu, disons, trois couches géologiques ou trois sources principales qui se manifestaient en y réfléchissant, qui étaient d'une part l'action des réformateurs sociaux, des mouvements mutualistes, syndicalistes, coopératifs, chrétiens sociaux, etc., du 19e, tout ça c'est essentiellement le 19e, même si évidemment la compassion, la bienfaisance, la charité ont des sources anthropologiques bien plus anciennes. Mais la façon dont ça se manifeste concrètement, dont ça prend forme socialement, politiquement, c'est vraiment au 19e siècle. Donc il y a, disons, ce que j'appellerais de façon globale les réformateurs sociaux qui se mobilisent aussi bien dans la lutte contre l'esclavage, pas le colonialisme. Hein. Il s'agit de sortir de l'esclavage, mais pas forcément, et pas du tout d'ailleurs, de sortir du colonialisme. Je le dis pour qu'on ne surinterprète pas ce genre de choses. Deuxièmement, il y avait la médecine du champ de bataille, pour ce qui concerne la médecine humanitaire, c'est-à-dire en gros ceux qui arrivent avec la Croix-Rouge, mais auparavant déjà des traités de capitulation étaient possibles entre les chefs de guerre pour organiser les secours sur le champ de bataille. Mais avec la première convention de Genève en 1864, elle prend une forme qui est celle d'un traité diplomatique permanent, alors que ce sont des traités militaires transitoires qui étaient la règle jusqu'alors. Donc la médecine du champ de bataille, qui va s'inscrire dans les différentes conventions de Genève, on en est à la 4e aujourd'hui. Et puis enfin, il y a la médecine coloniale. Et la médecine coloniale n'est pas un détail, parce que ce n'est pas une sorte de coquetterie surajoutée. Parce que la médecine coloniale a mis en place des dispositifs opérationnels qui sont toujours en vigueur. Certes, réaménagés, modernisés, si l'on veut, mis en œuvre avec les moyens de l'époque. Une chaîne de froid d'aujourd'hui, ça n'est pas la même chose qu'une campagne sanitaire d'auparavant. Mais
par exemple, aller, comme le disait Jameau, l'un des grands précurseurs médecins militaires qui se battait contre la maladie du sommeil. Il s'agissait, selon sa propre formule, et on voit bien là toute l'ambition et la limite de la chose, de réveiller l'Afrique. Sous-entendu, l'Afrique était endormie et il revenait aux colonisateurs la noble mission de réveiller celle-ci. Eh bien, bon, je ne vais pas m'étendre sur la médecine coloniale, mais simplement insister sur le fait qu'elle est très présente dans des campagnes sanitaires de grande ampleur, dans des campagnes éradicatrices. Médecine coloniale qui avait un double aspect, enfin au départ un simple aspect, c'est-à-dire faciliter la pénétration des troupes françaises, britanniques pour l'essentiel, mais d'autres également, dans l'interland africain, c'est-à-dire ne pas se contenter de rester sur les côtes, mais pénétrer. La quinine, la vaccination contre la fièvre jaune, ont fait bien plus que les fusils et l'armement et la modernisation de l'armement pour la pénétration. Donc, la médecine coloniale a joué un grand rôle dans l'expansion coloniale, et elle était là également pour permettre la mise en valeur des terres. Parce que enfin bon, je n'insiste pas, il s'agissait d'exploiter le capital au mieux. Et par ailleurs, il s'agissait de démontrer la sollicitude, la compassion et la supériorité à la fois technique et morale, je mets évidemment des guillemets à tout cela, de la France chrétienne, conquérante, technologique, etc. Donc il y avait plusieurs enjeux qui étaient à l'œuvre dans la mise en œuvre de la médecine coloniale, y compris d'ailleurs, et c'est cela qui reste toujours une lueur d'espoir, de foi, y compris des médecins qui, à un moment donné, se révoltent contre l'obligation qui leur est faite de remplir précisément ce rôle. Et j'ai en tête des correspondances de médecins d'Algérie ou d'Afrique occidentale qui critiquent violemment, virulemment la colonisation, avec des termes qui pourraient être pratiquement des termes contemporains. Donc cette proximité que la médecine induit avec des gens a éveillé des sentiments, je dirais, profondément humains et dépassant la condescendance, le paternalisme ou carrément le mépris racial que l'on pouvait voir chez d'autres. Enfin voilà, donc médecine coloniale, réformisme social, médecine du champ de bataille, voilà quelles sont les trois sources, disons, de l'humanitaire en général et surtout de la médecine humanitaire. Et l'un des enjeux, c'est de couper, d'avoir conscience de cette racine, de couper cette racine sans prétendre l'éliminer, parce qu'elle existe. Pardon. Je crois que c'est vous. C'est pour moi, oui. C'est ma fille. Voilà. Peut-être juste, et peut-être que le lien n'est pas du tout pertinent, mais par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer, ça me fait penser à des choses que je vous ai entendu dire et aussi des choses que vous avez écrites concernant ces conflits qui sont considérés, qui sont qualifiés de guerre juste, de guerre humanitaire. Vous en parlez d'ailleurs dans le livre que je citais au tout début de cette rencontre, dans Mensonges et Intox. Cette expression de guerre humanitaire, de guerre juste, c'est quelque chose qui vous heurte Oui et non. Disons, ça me heurte moralement, ouais, mais pas intellectuellement, si j'ose dire. D'abord parce que, grâce à des gens comme Pascal, mais aussi d'autres de ses collègues, j'ai appris un peu d'histoire. Et donc, je sais que ça correspond à quelque chose dans l'histoire. Et avant d'être heurté, il est bon d'être informé, de connaître, de savoir de quoi il retourne. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressé à la théorie de la guerre juste, en m'apercevant notamment, parce que je n'y avais pas vraiment réfléchi auparavant, en m'apercevant notamment que la doctrine de la responsabilité de protéger, c'est-à-dire cette résolution votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2005, qui autorise l'usage de la force pour venir à bout de situations de violence extrême, génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et nettoyage ethnique. Ce sont les 4 circonstances qui autorisent
le Conseil de sécurité a voté une intervention utilisant la force pour mettre un terme à ces situations d'extrême violence. Donc une résolution qui est frappante par le fait qu'elle utilise très explicitement les critères de la guerre juste tels que saint Thomas d'Aquin les a formulés. Et donc je me suis aperçu à ce moment-là que ce que l'on baptisait guerre humanitaire, comme par exemple ça avait été le cas à l'époque déjà en Somalie en 92 et au Kosovo en 99, guerre humanitaire ça veut dire guerre de sauvetage. Et précisément, la guerre de sauvetage, c'est précisément ce que saint Thomas d'Aquin avait, enfin Thomas, disons à l'époque, avant qu'il soit sanctifié, avait à l'esprit en raisonnant, en réfléchissant sur les critères de la guerre juste. Et donc, c'est ce qui m'a intéressé, parce que moi, je n'étais pas un enthousiaste de la responsabilité de protéger, contrairement à nombre de mes collègues. Je trouvais que la guerre juste, c'est aussi la guerre que chacun considère comme juste pour lui. Donc, on peut déboucher sur des catastrophes, des massacres. Qui débouche presque systématiquement sur des catastrophes et des massacres, mais surtout qui caractérise toutes les guerres d'une certaine manière, parce qu'il y a les guerres qui sont explicitement pour du sauvetage, mais toutes les guerres sont entamées au nom d'une certaine idée de la justice. Personne ne va entamer la guerre en disant « je veux faire le mal, je veux être injuste, je veux être un salopard ». Non, au contraire, je veux être un héros, un acteur du bien, etc. Et voilà, donc je me suis intéressé à ces 5 critères de la guerre juste en reconnaissant que les modalités contemporaines de la guerre juste, ce sont celles de la guerre dite humanitaire. Donc j'ai préféré aborder cette question en acteur, bien entendu, et donc qui se ménage sa liberté de critique, mais aussi en historien amateur, hein, attention. Je ne prétends pas être capable de mobiliser, disons, l'histoire en professionnel, mais en l'occurrence pour simplement réinterpréter les conflits auxquels je m'intéresse, les 3 guerres dites humanitaires qui sont, comme je l'ai dit, la Somalie et le Kosovo, plus la Libye, arrivée en 2011, qui, je le signale, est la première utilisation explicite de la doctrine de la responsabilité de protéger, enfin de la résolution responsabilité de protéger, avec les résultats que l'on sait, c'est-à-dire un désastre pour tout le monde. Pascal, Ronnie disait, mon historien amateur, on parlait des travaux de recherche. Dans cette histoire globale de la France coloniale, on retrouve un certain nombre de textes. Juste avant, pendant que vous étiez en train de vous installer, vous nous disiez que vous aviez en tête de publier un ouvrage qui regrouperait des contributions de jeunes chercheurs, de jeunes historiens. Quels sont les domaines de recherche en matière d'histoire coloniale, ce sur quoi aujourd'hui il est important d'avancer en tant qu'historien? Quelles sont encore les zones d'ombre, ou en tout cas, voilà, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais sur quoi est-ce qu'aujourd'hui les historiens travaillent en particulier? Ce qu'il y a surtout dans la nouvelle génération de chercheurs et qui nous distingue par rapport à nous, on a vécu une époque où les archives n'étaient pas forcément toutes accessibles. Première difficulté, qui est moins le cas aujourd'hui, à part sur quelques sujets, par rapport à l'histoire coloniale. Deuxièmement, on vivait à une époque où nos enseignants étaient très souvent liés à cette histoire. Alors, ça vous paraît d'une banalité absolue, sauf que leur état d'esprit, dans les sujets qui étaient les nôtres... Moi, la première fois que j'ai proposé mon sujet de thèse à mon professeur, il m'a regardé en me disant « Mais c'est quoi ce sujet-là ? Vouloir travailler sur la propagande coloniale, le discours de la droite extrême sur l'Empire. Fait l'histoire de l'Afrique, comme tout le monde. » Non, mais déjà, il y a un énorme changement sur les paradigmes et les approches des sujets. Puis troisième dimension, ils ont lu ce qu'on a fait. Quand je dis nous, c'est un nous collectif. Hein. Comme dans ce livre rassemblé plus de 100 auteurs. Donc, tout ça, ils l'ont en main. Eux, en même temps, ils descendent le regard. Et ce que vient de dire Ronnie, par exemple, c'est quand vous regardez une guerre, vous la regardez souvent, quand vous êtes, par exemple, d'ici, du pays qui a déclenché la guerre. Et c'est très intéressant, comme le disait hier Lilian Thuram, on était sur une conférence, non pas d'être dans le bateau de Christophe Colomb, mais d'être sur la plage des Indiens qui voient arriver Christophe Colomb. Ça change tout. Hein. Parce que déjà, ils ne considèrent pas qu'il a découvert l'Amérique. On ne découvre pas un continent où il y a 80 millions d'habitants. Hein. Donc, c'est toujours expliqué aux gamins dans les classes que Christophe Colomb n'a pas pu découvrir un pays où 80 millions de personnes vivaient. Ou alors, il y a un petit problème. Nous, on pense avoir découvert quelque chose, mais il faut juste lui dire, quand il est arrivé sur la plage, tu n'as rien découvert, Coco. On est là.
Oui, mais vous voyez la différence déjà de paradigme et de regarder cette histoire. Donc d'aller chercher aussi d'autres types d'archives. Aujourd'hui, si vous voulez comprendre, par exemple, le conflit qui se passe au Sahel, vous avez deux méthodes. Vous le regardez en disant tout ça est nouveau, l'armée française vient d'arriver dans un territoire qu'elle ne connaît pas du tout, vous ne regardez pas l'histoire et vous ne travaillez pas sur les enquêtes de territoire et vous ne comprenez pas ce conflit. Si vous vous dites, tiens, l'armée française est là depuis 130 ans. Ah, donc elle connaît ce territoire. Elle y a fait quelques guerres. Notamment, on a fait l'une des plus longues guerres que l'armée française ait pu mener dans son histoire contemporaine face à quelqu'un qui s'appelait Samori. Et Samori avait 110 000 hommes. C'est pas juste un petit bricoleur avec quelques personnes qui voulaient ennuyer l'armée française. Ça a duré plus de 10 ans. Un des plus grands conflits en Afrique de l'Ouest. Et puis, comme par hasard, c'est quasi les mêmes zones. Et puis, l'armée française a eu quelques petits dégâts collatéraux. La mission Voulez Chanoine est passée au Niger, par exemple. Elle a fait quelques dizaines de milliers de morts dans tout son grand parcours. Où c'était en fait deux officiers de l'armée française qui ont pété complètement à boulard et qui ont cru qu'ils allaient devenir les empereurs de l'Afrique. Pas grave, tout ça à la fin du 19e siècle, ça laisse des traces. Et puis, il y a eu une administration coloniale dans ces pays. Au Mali, et il y a eu des armées qui ont de temps en temps maté des révoltes, notamment au Burkina Faso au moment de la guerre 14-18. Le Burkina Faso, donc l'ex-Volta, a eu plus de morts dans les révoltes pour ne pas aller au front que de soldats venant du Burkina Faso à l'époque de Volta, morts en 14-18 au front. Donc des révoltes qui ont fait de la mémoire. Et puis il y a eu les guerres d'indépendance pour certains pays. On dit toujours qu'il y avait encore des chapitres des manuels scolaires. Il y a écrit les indépendances pacifiques ou les indépendances négociées en Afrique noire. Allez dire aux Malgaches ou allez dire aux Camerounais, avec plus de 100 000 morts, c'est une décolonisation pacifique, je ne suis pas sûr qu'ils aient le même point de vue que nous. Et bien cette nouvelle génération, elle se met à interroger autrement. Elle se met aussi à interroger des supports qui avant n'étaient pas forcément regardés, liés à l'imaginaire, liés au roman, liés à l'écriture. Elle est aussi elle-même issue de cette histoire. Ça, c'est une sacrée nouveauté. De l'autre côté du miroir. Elle peut être française, américaine, anglaise, sénégalaise, vietnamienne, sud-africaine. Et elle ne s'interdit pas d'aller travailler, d'ailleurs, sur le sujet du voisin. Ce qui est extrême. D'ailleurs, j'ai toujours un étudiant. Ne travaille pas sur l'histoire du pays de tes grands-parents. D'abord, deviens un super historien ou une super historienne. D'abord, tu seras inattaquable. Et après, tu régleras tes problèmes de famille. Il y a tout ça qui arrive en branle. Et puis, ils ont envie d'aller voir ce qui, quand même, quelque part, remet en cause la manière dont cette histoire a été écrite. C'est-à-dire qu'ils se mettent à douter de certaines évidences. Reni parlait de la guerre, par exemple. Bon, l'histoire coloniale est quand même une succession de guerres. C'est assez intéressant de voir que l'armée française, c'est à peu près, en gros, pour faire simple, de 1830 à 1962, il n'y a pas un jour où l'armée française arrête de se battre dans le monde. C'est jamais arrivé. Il n'y a pas de pause. Parce que la guerre coloniale, c'est une guerre éternelle. Le mot pacification n'existe que pour des officiers dans des rapports qu'ils envoient à Paris au ministère de l'Armée. La pacification, c'est continuer à faire la guerre, puisque vous avez des soldats qui continuent à occuper le territoire. Donc généralement, quand vous avez un militaire quelque part, surtout quand en Algérie, quand vous le voyez en train d'enseigner à des élèves ou de sauvegarder des populations, vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Donc l'histoire militaire, par exemple avec l'histoire coloniale, regarder ces conflits et ce qu'ils ont provoqué est important. Et puis vous avez l'histoire intime. Ça, c'est très nouveau. Là, on vient de travailler sur un ouvrage qui était très compliqué à faire, qui s'appelait « Sexe, race et colonie », sur un sujet où il n'y a pas d'archives. Non, les femmes et quelques hommes qui ont été violentés dans leur corps aux colonies ne portaient pas plainte dans des commissariats. Du temps des conquistadors, on n'ouvrait pas un commissariat pour les Indiennes dont les corps avaient été violentés. Donc vous n'avez pas de traces écrites. Vous avez très peu de récits aussi de ce qui s'est passé. Quelques poèmes, quelques textes en mémoire. Vous avez extrêmement peu de documents, je dirais, qui viennent de ceux dont les corps ont été violentés. Et là, entre vous et moi, on parle de peu près, je ne sais pas, 100, 200, 300, 400 millions de viols sur 5 siècles d'histoire. Et pas que des viols. C'est donc qui a aussi généré des enfants dits illégitimes, le métissage, une histoire incroyable, mais aussi des couples dont les histoires sont complètement oubliées, par exemple dans le Nord-Canada au XVIe, XVIIe siècle, où il n'y avait que des hommes blancs, ou en Australie. Donc toutes ces histoires, elles sont complexes. Ou l'armée française qui imagine tous les bordels de campagne qui ont raconté tout autant l'histoire militaire française. C'est une histoire qui parle des femmes, qui généralement sont totalement absentes de l'histoire coloniale. Elles n'existent pas. Et les seules traces qu'on a, c'est la gloriole des colonisateurs qui ramène des images. Parce que le sexe aux colonies, c'est un safari sexuel. Et les images là, vous en avez des centaines de millions. Donc vous êtes obligé de partir sur un patrimoine qui jusqu'alors n'a jamais été travaillé par des chercheurs.
Et vous voyez que tout ça amène des thématiques, des manières d'appréhender l'histoire coloniale, d'interroger le socius, le pourquoi on colonise, par exemple. Le discours de la République qui vient libérer. Ronnie disait tout à l'heure, il y a des guerres justes. La République, elle a inventé les guerres justes. Aux colonies, on ne colonise pas. Hein. On libère l'esclave. C'est les images sur le Congo où tu vois Savardin de Brazza, quand tu touches le drapeau des 3 couleurs nationales, tu es un homme libre. Bon. Comme il l'a très bien dit, on est sorti de l'esclavage pour entrer immédiatement dans la colonisation. On n'a pas fait pause. Non, pas de pause. Chut, on enchaîne. Tout ça, il faut l'expliquer. Pourquoi des grands républicains y vont? Puis il faut aussi expliquer ce que des fois certains pensent que ce n'est pas du tout un monolithe. À l'Assemblée nationale, quand vous avez Jules Ferry qui prône le droit des races supérieures sur les races inférieures, vous avez un brave député communard d'Auvergne, on oublie toujours les députés communards d'Auvergne, hein, qui se lève, Jules Meigne, qui dit « Vous osez dire cela, Monsieur Ferry, dans le pays des droits de l'homme ?» Car la République aussi, eu son débat interne, les Clémenceau ne sont pas en phase avec les Ferry, qui eux-mêmes ne sont pas en phase avec les Mandel, avec les Sarraut, et qui eux-mêmes ne sont pas en phase avec une histoire particulière de la gauche qui va de Guy Mollet à François Mitterrand, qui n'est pas la même histoire de la gauche de celle de Mendès et de Rocard sur l'histoire coloniale. Et donc, vous avez des chercheurs qui s'intéressent à ça aussi aujourd'hui, à ces complexités à l'intérieur du système politique, des idées politiques, de la matrice, des imaginaires. La propagande coloniale, ce n'était pas juste la mise en scène de ce qui se faisait. C'était une matrice pour fabriquer le cerveau du colonisateur. L'histoire des os humains sur laquelle on a travaillé, et pendant de nombreuses années, et dans tous les pays européens maintenant, et pas qu'européens, puisque le Japon a exhibé autant que des grandes puissances comme la Suisse, la France, l'Angleterre et autres. Les os humains ont fabriqué quelque chose que pendant très longtemps les chercheurs n'avaient pas compris. On n'avait pas besoin d'aller aux colonies pour devenir, pour faire simple, colonialiste et raciste. Les colonies venaient à vous. Il y a de fortes chances que votre arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère, son arrière-grand-père ait vu peut-être son premier Africain, son premier Vietnamien, son premier oriental dans une exhibition, dans un spectacle, dans un cirque, dans une expo universelle ou coloniale. Parce que ça a été partout. Aucun pays européen. Là, actuellement, il y a des chercheurs qui travaillent sur l'Ukraine, la Biélorussie, la Hongrie, les pays nordiques. Il y a eu plein de zoos humains aussi. C'était des spectacles. Et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ne voyageaient pas dans l'Empire. Travailler sur cette matrice-là, c'est comprendre comment vous fabriquez le cerveau du colonisateur avant qu'il colonise. Et tout ça, vous voyez bien que ça amène une nouvelle source de recherche. Et ça montre que l'histoire coloniale, ce n'est pas seulement ce qui s'est fait là-bas, sur le terrain. Et en même temps, vous avez de la micro-histoire en train de se faire. Regardez les travaux qui se font actuellement sur le Sahel, par exemple, ou sur Madagascar, ou sur les connexions entre les frontières, ou sur les migrations, par exemple. Pendant très longtemps, en gros, si vous demandez à la migration dans la tête d'un Français lambda, ça vient du sud et ça arrive dans le nord. Après, je viens de te résumer ce qu'on a retenu de ce qu'on a appris à l'école. 93% des migrations du temps de l'Empire, c'est sud-sud. Si vous demandez à la salle ici, est-ce que quelqu'un sait combien il y a eu d'engagisme, des engagés, donc des gens qui signaient des contrats après l'esclavage, qui voyageaient à l'intérieur de l'Empire sans jamais monter vers la métropole. Mais là, on parle de millions d'individus. La moitié peut-être des populations noires des Antilles ne sont pas des descendants d'esclaves. Ils sont des descendants d'engagés, arrivés après 1848. Mais tout ça, on commence à peine à travailler dessus. Vous voyez la masse de sujets. Et c'est intéressant parce que justement, ça va aussi décloisonner. Pendant très longtemps, l'histoire coloniale a été perçue comme une histoire à la papa. Poussiéreuse. Je me rappelle, la première chose qu'on m'a dit à la Sorbonne, c'est « Ah, tu veux faire de l'histoire coloniale, tu n'as pas de chance pour avoir un poste. » C'est vrai. Il y a eu très peu de postes. Toute ma génération, j'ai bien dit toute ma génération, est partie à l'étranger pour avoir un poste. D'ailleurs, ils ne veulent pas revenir, hein. Ils sont beaucoup mieux payés qu'en France. Hein. Donc, allez dire à Alain Mabankou à Los Angeles qu'il faut rentrer. Alain, tu rentres? Non, je ne rentre pas, les gars. Allez dire à Nicolas Bancel qu'à Lausanne, il faut rentrer. Ah non, je ne rentre pas, moi. Non, j'ai super infrastructure, on travaille très bien, on est très bien payé. Sauf qu'on a perdu 2 générations de chercheurs. Parce que pendant très longtemps, cette histoire, on a considéré qu'il fallait l'enfouir, qu'il ne fallait pas la valoriser, qu'il ne fallait pas recruter des professeurs. Quelque part, on a même cru que la page allait se tourner. C'est un peu comme l'histoire dans la famille, quand tu as le grand-oncle qui a un peu déconné, on met l'album de famille sous la table, on se dit, bon. Puis un jour, il y a un gamin, il sort l'album, il fait, mais c'est qui, lui, là? C'est qui, ce monsieur-là? On ne parle jamais, j'ai un oncle, je ne sais pas qui c'est. Ah, tonton, on va parler de tonton. Tout ça, aujourd'hui, nous amuse un tout petit peu. Et en même temps, il correspond à des choses incroyables. Là, j'ai deux chercheuses avec qui on travaille actuellement sont François Mitterrand et donc ces 2 septennats. C'est intéressant, parce qu'avec Mitterrand, vous avez le temps long, 15 ans, 14 ans. Et vous vous rendez compte de la manière dont il a, non pas juste endormi l'histoire coloniale, dont il a fabriqué l'amnésie coloniale.
Je veux dire, et là, vous comprenez où on en est. Vous comprenez les années Chirac avec la manière dont la gloriole sur l'armée française, par exemple. Et en plus, à Chirac est compliqué parce que c'est le discours de 95 sur Vichy, la Shoah, la responsabilité de l'État. Mais pourquoi la responsabilité de l'État n'est valable que sur la Shoah et Vichy, n'est pas sur la colonisation? Puis vous comprenez beaucoup mieux le discours anti-repentant d'un Sarkozy avec le discours de Dakar. Puis vous comprenez le compromis mou de Hollande qui te disait toujours... Il faut regarder avec un regard lucide se passer. Alors généralement, quelqu'un qui vous dit qu'il faut regarder avec un regard lucide, vous sentez l'immense immobilisme qui va dominer. Il est lucide, hein, il est lucide dans l'immobilisme. Et après on se dit, waouh, et tout ça a commencé avec De Gaulle. De Gaulle et les amnisties. Juste une anecdote de 10 secondes. On a tous oublié, parce qu'ici il y en a quelques-uns comme moi qui ont dû voter en 81, et peut-être même pour François Mitterrand. Nous sommes de cette génération, les amis. Et je me rappellerai, toujours en 82, et je pense que certains d'entre vous l'ont oublié, parce qu'on parlait beaucoup du 49.3 l'autre jour, la première fois que le 49.3 est utilisé par François Mitterrand, c'est parce qu'il y a une opposition avec son groupe politique socialiste, alors qu'il est totalement majoritaire, rappelez-vous à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il décide de faire passer une loi pour la dernière amnistie, je ne sais pas si tu t'en souviens, on était quelques-uns à gauche un peu énervés, et des généraux putschistes de l'Algérie. Le blanchiment définitif de ceux qui ont, quelque part, un moment, souvent d'extrême droite, Salan et les autres, voulu abattre la République au nom de la perte de l'Algérie française. Et en fait, dans cette loi, il y a tout. C'est le rétablissement de leurs droits, de leurs retraites, de leurs étoiles, de participer, d'avoir des funérailles officielles. En gros, ils deviennent immaculés. Et Mitterrand, ce que tout le monde a oublié, c'est lui qui avait déjà porté pratiquement, en termes de parlementaire, toutes les lois d'amnistie depuis 60. Et qui avait d'ailleurs porté un serment d'honneur pour Salan à son procès. Et vous vous dites comment un homme de gauche, élu par la gauche en 82, va pouvoir proposer cette loi, et il va s'opposer donc à ses députés. Badinter est fou. Joxe, dont le père signe les accords d'Évian, est complètement dingue de ça. Et Mitterrand va jusqu'au bout. Il dit « je m'en fous, je me fâcherai avec vous s'il faut ». Et comme ils ne sont pas d'accord, il impose le 49-3. Et d'un seul coup, vous vous dites « mais pourquoi en 82, Mitterrand fait ça ?» Eh bien, vous ne pouvez le comprendre que quand vous arrivez à mesurer, autant pour la gauche que pour la droite, ce que l'histoire coloniale a signifié pour cette génération. Et il faut revenir à une petite phrase que dit Mitterrand. Peut-être aussi l'histoire de la collaboration, non ? Alors, la collaboration. Et tu remarqueras que dans son cabinet, quand il est aux colonies en 50-51, parce que Mitterrand, en plus, était le plus grand ministre des colonies de la 4e République. Et oui, on a voté pour lui, les jeunes. Hein. Rappelons-nous ça, ça nous fait du bien. Et il n'y avait que des gens qui venaient de l'extrême droite. Il fait revenir le célèbre docteur Martin, qui a 10 ans de purgatoire car de venir en France. Et là, on se dit, notre pays a encore une longue histoire. Vous voyez, tous les chercheurs, tout le boulot qu'ils vont avoir à faire. Et cette histoire, elle nous traverse, parce que nous avons, je pense, réussi dans ce pays à faire un travail remarquable sur la mémoire avec l'Allemagne ou avec la Shoah. Un travail remarquable sur Vichy, et souvent poussé par d'historiens américains comme Paxton à une époque. Aujourd'hui, les institutions existent. Des jeunes enfants peuvent aller au musée de la Shoah, des jeunes enfants peuvent aller au camp d'Émile, on peut travailler sur ces questions, on peut monter des expositions pédagogiques, des documentaires, des films existent. Le travail, je dirais, de mémoire, de discours, des témoins vont dans les écoles, racontent. C'est un travail de médiation extrêmement long. Et ça n'empêche pas des fois des ressourceaux sur ces questions-là, ou des vagues d'antisémitisme. Et on le sait que dans les classes d'école, c'est des fois très compliqué de parler de ces questions. Vous voyez bien que les outils sont nécessaires. Et sur la colonisation, rien. Et quand vous en parlez, je termine là-dessus, premier juré. Un homme politique qui est toujours très actif. Pourtant, il n'est pas jeune du tout. Il est toujours là. Il a toujours été ministre de l'Éducation nationale, et ça remonte à plus de 20 ans. Il me dit cette phrase totalement incroyable. Vous ne pensez pas, monsieur Blanchard, qu'on va expliquer à ces enfants ce qu'on a fait à leurs grands-parents? Je répète pour ceux qui n'auraient pas bien compris. Parce que moi, je n'ai pas compris tout de suite ce jour-là. Vous ne croyez pas, monsieur Blanchard, qu'on va expliquer à ces enfants ce qu'on a fait à leurs grands-parents? Il était en charge de l'éducation nationale. Ça veut dire donc qu'il pensait, dans son fort intérieur, qu'il fallait mieux tronquer l'histoire, effacer certaines pages de cette histoire, au nom d'une chose, cette peur que ces enfants devenus français ou nés en France pourraient avoir une forme de rancœur. Et je n'ai pas eu l'intelligence ce jour-là de lui répondre cette chose. Vous savez, ils n'ont pas attendu que nous remplissions les pages d'histoire pour brûler les voitures dans les quartiers populaires. Donc on peut peut-être prendre le risque de 2 ou 3 voitures de plus brûlées pour raconter l'histoire. Et je pense que ce modèle est toujours là. Vous le trouverez vite, hein. Un homme politique, ministre de l'Éducation nationale, il y a une 20aine d'années, toujours actif aujourd'hui
dans les spectres politiques. Bon courage. Je vois qu'il est déjà l'heure de nous quitter, mais je voudrais vous permettre peut-être aux uns et aux autres de poser une question à Ronnie ou à Pascal, si vous le souhaitez, de manière très courte. Oui, il y a une question. Attendez, je vais chercher le micro. Il y a un micro qui arrive. Il arrive derrière vous, ouais. En haut là-bas. Levez la main, que la dame vous voit. Voilà, très bien. Oui, bonjour. Monsieur Blanchard, juste en 81, il y avait Giscard, c'était le changement dans la continuité. Puisque vous posiez la question, qu'est-ce qui reste comme, vous vous rappelez, comme vous dites pour Macron. Moi, je voulais vous dire, et c'est ce que disait également monsieur Broman, c'est que si les trois pays de l'Afrique subsaharienne, Mali, Burkina Faso et Niger, ont mis l'armée française dehors, moi, j'ai fait des jumelages scolaires au Mali jusqu'en 2011, à Mopti. On envoyait des classes entières de première économique et sociale, ainsi qu'au Sénégal et au Burkina Faso. On était très bien accueillis. Et quand on a arrêté en 2012, j'ai reçu un courriel du nouveau proviseur de Mopti. Mopti, c'est une ville qui est au port du désert, là où les djihadistes ont été arrêtés. Il me dit, mais pourquoi vous arrêtez les jumelages scolaires? Donc, ils n'avaient même pas conscience que nous, on ne pouvait plus y aller, puisqu'il n'y a plus... comme on dit, il n'y a plus un blanc dans le désert au Mali. Donc ce que je voulais dire, peut-être pour atténuer le côté la France dehors, c'est l'histoire de l'armée française par rapport à des putschistes. Ce ne sont pas des gens qui ont été élus, mais les échanges culturels, linguistiques, scolaires, universitaires ont toujours bonne presse en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone. Et je pense qu'il faut aussi défendre la francité, la francophonie. Il reste quand même des choses très importantes. Il y a beaucoup d'étudiants africains qui viennent en France et qui repartent en Afrique de l'Ouest, enseignants, chercheurs, et qui ont une bonne, je pense, image de notre pays, qui les ont accueillis pendant pas mal de temps. Voilà, moi j'ai raconté cette histoire dans un livre qui s'appelle « Voyage en France-Cité ». Souvent les gens France-Cité, ils pensent que c'est la France des cités. Non, c'est la francophonie. Voilà. Donc je voulais dire aussi ceci, que si les putschistes mettent au banc l'armée française, la France, les échanges culturels, linguistiques sont toujours appréciés dans ces pays-là. Voilà, merci. Vous avez entièrement raison et je vais même aller beaucoup plus loin que vous. Pour atténuer par rapport à ceux qui sont jamais allés en Afrique de l'Ouest. Vous avez raison et il faut même dire autre chose. Moi, je considère aujourd'hui que nous avons fait des erreurs politiques dans un récit qui traverse plusieurs siècles avec l'Afrique. Nous sommes la première diaspora en Europe de populations qui viennent d'Afrique, et pas seulement subsaharienne, Maghreb et Afrique du Sud. Il y a des potentialités grâce à ces diasporas, nos relations avec... On pourrait presque être à l'unité africaine, vu le nombre de populations africaines qu'on a en France. On devrait être le 32 ou 33e pays. Ça fait partie de notre histoire collective. Là, nous sommes en train de débattre sur un pays, la France, qui a juste une politique catastrophique de la mémoire. Une politique militaire héritée de vieilles théories coloniales. Ils ont échoué, nos soldats, et mine de rien, certains sont morts pour ça. Parce que les élites politiques de ce pays et les élites militaires de ce pays ont pensé qu'avec 5000 hommes, on pouvait occuper une zone sahélienne qui est l'équivalent de la Syrie et de l'Irak réunis. Les Américains ont mis 296 000 soldats pour ça. C'est d'abord une erreur militaire, dramatique, où des soldats français sont morts au nom d'une vieille mythologie que nous, les Français, on sait. D'ailleurs, vous remarquez, les bases américaines n'ont pas été mises à la porte du Niger. On a eu l'outrecuidance de dire qu'on allait tourner et changer avec la France-Afrique. Le problème, c'est que sur le terrain, la France-Afrique est toujours là. Le problème est qu'on a annoncé en 2017 à Ouagadougou, avec la voix de notre président de la République, qu'il avait compris et que cette nouvelle génération allait changer. Le problème, c'est que ça n'a pas changé. Le problème, il a été de dire que la France, avec le CFA, allait modifier ses vieilles pratiques. On n'a pas changé nos vieilles pratiques. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron a amené un espoir, une potentialité de changement, une croyance. On s'est dit, ça y est, les présidents à la papa, c'est fini. On va enfin avoir des relations normalisées. On va tourner cette page. Et au final, on n'a pas. Et vous disiez quelque chose de très intéressant sur la francophonie, qui est un des éléments, entre nos héritages. La langue, c'est ce qui est resté, et c'est ce qui reste, et ce qui demeure, et qui nous fait ensemble. D'ailleurs, je vous rappelle que dans quelques jours va s'ouvrir une cité de la francophonie à Villars-Cotterêts, qui va justement être un des lieux où on va pouvoir continuer ce continuer. Mais vous ne pouvez pas dire aux Africains, OK, sur tout le reste, on est un peu merdé, mais on vous fait la cité de la francophonie, ça va bien se passer. Non. Il y a un moment, ce que surtout les élites en France n'ont pas compris, et je le dis, mais alors là d'une manière extrêmement violente,
c'est que l'opinion publique, maintenant en Afrique, elle existe. OK. Et ils se sont dit, c'est quoi ces pimpins de Français? Non mais, au pire, ils préfèrent aller avec des roublards russes ou des Chinois qui vont récupérer des prêts pour construire des ponts et des routes, en sachant pertinemment qu'ils ont face à eux qui sont utiles. Bon, en même temps, on n'est même que les leurs, parce que c'est que des dictatures, pour la plupart, donc on est tranquille, ils sont entre eux. Il y a toute la critique à faire en Afrique sur ces systèmes, et sur ces militaires qui prennent le pouvoir, mais aussi sur nous-mêmes. Et je le dis, nous sommes un pays démocratique dans lequel on a le droit d'avoir un point de vue sur la politique africaine de la France. Hein. Et la politique africaine de la France est une catastrophe. Elle n'est pas qu'une catastrophe pour se dire que... Vous savez à combien est tombée la France au niveau économique en Afrique? 4% sur le continent, 2% sur la zone francophone. Les Allemands sont devant nous. Sur la zone francophone, en termes économiques. Donc même là, on n'est pas bon. Wow! Ouais, ça mérite une petite critique quand même, et une petite pique, parce que justement la collaboration, justement le développement, justement l'activité de bénévoles, justement le pédagogique, justement la langue partagée, fait qu'au contraire, l'Afrique et la France auraient tout intérêt à regarder l'avenir en face. Sauf qu'on a des catastrophes de politique pour gérer cette politique. Et qu'on est en droit de le dire, parce que maintenant on peut faire le bilan. Et le bilan, il n'est pas bon. Vous savez, j'ai entendu un jour, on était au Burkina, des jeunes dire, les Allemands, ils ont tout compris. Y compris Merkel. Quand Merkel, elle travaille sur la mémoire avec la Namibie, quand elle travaille sur les plaques de rue en Allemagne, quand elle crée un grand musée à Berlin. Et après, les Africains ils disent hey, les Allemands, on ne les aimait pas beaucoup au début. Mais depuis 20 ans, avec tous les instituts culturels qui existent, ils ont fait le boulot. Ils ont regardé leur passé en face. Je rappelle que les Allemands ont eu un grand empire colonial aussi. Ils l'ont perdu avant nous, d'accord. Toujours le rappeler. Mais tout ça, il faut le dire. Et ça n'exclut rien. Justement, de tout ce qui fait notre histoire commune et justement sa grandeur. Et qu'on avait peut-être cette potentialité d'avoir une autre politique en termes d'héritage. On a le droit de la critiquer. Non pas la critiquer pour dire qu'il faut la mettre aux poubelles, mais pour la changer. Et c'est ça aussi une opinion publique. Et les Africains ont déjà tranché avant nous. Hein. Ils ont dit, allez Coco, vous êtes gentils. On en a tellement entendu depuis la Baule des discours. Alors vous êtes bons les Français pour les discours. Hein. Mais alors derrière, yallah. On va rester là-dessus. Merci infiniment à tous les deux. Merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, vous trouverez les ouvrages de Pascal Blanchard et Ronnie Broman juste en bas de la scène à gauche.